Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé, aujourd'hui, jeudi. Et comme tous les jeudis, nous donnons la parole à celui qui souhaite la prendre. Et comme c'est annoncé depuis hier, notre invité ce matin, c'est un prêtre de Jésus-Christ qui se sent toujours interpellé par ce que vit la société à laquelle il appartient. Révérend Père Pierre-Marie Chanel Lafognon est donc l'invité de Taxi Presse de ce jeudi. Ensemble avec vous, les auditeurs, nous l'interrogerons non seulement sur son engagement, mais aussi et surtout sur ses multiples initiatives. La dernière en date, c'est au début de ce mois de septembre, une rencontre qui s'est voulue civique au cours de laquelle le mouvement qu'il pilote désormais, les Forces Vives, a rendu public un manifeste intitulé « Espérance pour le Togo ». La rencontre au cours de laquelle le manifeste a été rendu public avait pour thème « Réussir les réformes politiques et rompre avec la longue crise au Togo ». On le reformule en question ce matin. Comment réussir les réformes politiques et rompre avec la longue crise au Togo dans les conditions actuelles surtout? On va en parler. Bienvenue. Alors, comme annoncé, notre invité ce matin, c'est le révérend Père Pierre-Marie Chanel Lafognon. Il est aumônier national des cadres catholiques du Togo. Aujourd'hui, il pilote un regroupement de la société civile qui s'appelle les Forces Vives. En début du mois, ils ont rendu public donc un manifeste qui s'intitule « Espérance pour le Togo ». Mon père, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Comment allez-vous? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Et je salue nos amis, auditeurs, auditrices de votre radio. Et je vais dire aussi bonjour pour ne pas exclure ceux qui ne sont pas chrétiens catholiques. Et je pense que bonjour nous rassemble. Alors bonjour, chers amis. Et déjà, bonne journée. Alors, mon père, comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui par rapport à la société à laquelle vous appartenez? Ben, je suis prêtre de Jésus-Christ, de l'Église catholique romaine, citoyen togolais, parce que je n'ai pas une double nationalité pour le moment, donc je suis togolais. En résumé, c'est ça, je suis togolais, citoyen de ce pays. Togolais, citoyen, c'est à ce titre que depuis plusieurs années maintenant, chaque fois que la cité est touchée par un événement quelconque, vous vous sentez concerné et vous prenez position? En réalité, avant même de parler de ma citoyenneté, je crois que c'est chaque baptisé, disciple du Christ, qui doit prendre position contre tout ce qui est un mal social et s'engager à travailler pour que les hommes et les femmes puissent tendre vers le bien. Donc, en tant que citoyen, en tant que baptisé, donc disciple du Christ, et en tant que prêtre, il est impossible de se taire devant des situations qui peuvent s'attaquer gravement à la cohésion sociale, devant des situations qui peuvent entraîner une forme de violation des droits humains. Et cela est clair. Saint Paul dit dans Romains chapitre 12, sois vainqueur du mal par le bien. Et donc, mon engagement est lié à ma foi chrétienne et lié aussi à mon sacerdoce, parce que le prêtre ne peut pas, nous sommes d'accord, être un homme politique, ça c'est clair. Le prêtre ne peut pas aller chercher des stratégies pour conquérir le pouvoir et l'exercer, c'est clair. On n'ira jamais sur ce terrain. Mais le prêtre, comme un leader religieux, a la mission d'éclairer les consciences et a la mission d'être un modèle de vérité, de justice. Et c'est en cela qu'il y a une dimension prophétique indéniable pour tout baptisé et pour tout prêtre. Est-ce que vous ne vous singularisez pas à peu près par rapport à vos confrères prêtres qui, eux, contrairement à vous, ne parlent presque jamais, en tout cas à visage découvert? Singularisé, je ne crois pas. Peut-être que
Je veux juste rappeler à nos auditeurs que au début de la crise sociale, lorsque des élèves ont été mortellement touchés à Dapamon, vous faites partie quand même de ces citoyens qui ouvertement ont pris position et ont interpellé l'autorité sur ce sujet. Oui. Et ça, vous prenez position, vous parlez, vous vous sentez interpellé par rapport à tout ce qui touche à la cité, à votre société. Je crois que tous mes confrères prêtres font pareil, dans ce sens que l'évangile est une bonne nouvelle. Et saint Irénée de Lyon, un saint du IIe siècle, disait « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. » Et l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Au point où quand on touche à l'homme, on touche à Dieu. C'est comme cela. Et c'est ce qui est au cœur de ce que nous appelons en théologie le mystère de l'incarnation rédemptrice. C'est-à-dire, Dieu a tellement aimé le monde qu'il devient un homme pour ramener les hommes à leur dimension première, à celle d'être fils et filles de Dieu. Et donc, il est impossible d'être un croyant et laisser tout ce qui est aliénation de la personne humaine s'installer. Voilà pourquoi vous comprenez très bien que dans l'Église, il y a ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Oui. Elle s'étudie dans les universités. Bien sûr. On peut faire une thèse au niveau universitaire sur ça. Mais la doctrine sociale de l'Église, c'est l'enseignement de l'Église catholique pour tout ce qui concerne la vie humaine. Et on sait, ce n'est pas simplement la Bible qui le dit. Déjà, Aristote l'a dit, que l'homme, c'est un animal, c'est un être social. Bien sûr. Il a dit dans l'éthique à Nicomaque. Autrement dit, si la société n'existe pas, il n'y a pas d'humanité. Et du coup, si la société existe, elle doit s'armer de tout ce qu'il faut. C'est le sens de votre engagement aujourd'hui. Oui, pour que l'humanité croisse. Si dans une société, on ne travaille pas pour la croissance de l'humanité, pour la croissance de tout ce qui permet aux fils, aux filles de cette cité de s'élever, on serait en train de toucher à quelque chose de fondamental dans la nature profonde de l'homme, puisqu'il est un être social. Alors, c'est vrai que dans la cité, les regards que des gens portent sur les prêtres, depuis quelque temps, lié donc à la crise politique au Togo, il y a la conférence des évêques du Togo qui régulièrement prend des positions, et même au sein de l'Église catholique, des fidèles en arrivent à dire que l'Église, en tout cas les prêtres, sinon les pasteurs de l'Église ne font pas suffisamment pour dire et au pouvoir et à l'opposition, messieurs, arrêtez. Comment est-ce que vous comprenez ça, qu'il y a encore ce sentiment qui soit dans la cité? En réalité, beaucoup de frères et sœurs en Christ et chrétiens catholiques pensent que l'Église, ce sont les évêques. C'est une erreur grave. L'Église, c'est d'abord chaque baptisé disciple du Christ. Et dans l'évangile de Matthieu, Saint Matthieu, au chapitre 5, surtout les versets 12 et 13, Jésus parle de ses disciples comme lumière. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Et il dit, on n'allume pas la lampe pour mettre ça sous le boisseau. On met sur le lampadaire pour que ça éclaire la maison. Oui, bien sûr. Donc, chaque baptisé est lumière. Et la vraie question que les chrétiens catholiques, et même les non-catholiques, et les croyants tout court, doivent se poser, c'est celle-ci. Est-ce que dans ma profession, dans mes engagements au quotidien, je travaille pour le bien commun, pour l'intérêt général et pour le bonheur de tous, ou bien je suis devenu esclave d'intérêts particuliers, avoués ou inavoués, qui font que je ne m'engage plus en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que catholique, pour que tout ce qui est justice, tout ce qui est vérité, puisse permettre une organisation de la vie sociale qui prône l'harmonie
et le bien-être de tous. Et donc, je crois que l'Église ne peut pas être résumée ou bien réduite aux évêques, aux pasteurs. Et le Concile Vatican II, qu'on m'excuse de parler beaucoup en termes techniques, oui, mais je suis obligé d'aller là, le Concile Vatican II, dans un document qu'on appelle Lumen Gentium, qui a parlé de l'Église, et sa nature est claire là-dessus. L'Église, quand on dit Église catholique, on ne désigne pas d'abord les évêques. Les évêques sont simplement une hiérarchie. Ils ont ce qu'on appelle la succession apostolique, et donc des successeurs des apôtres, pour conduire les communautés. Mais l'Église, c'est d'abord les baptisés, les fidèles, donc la communauté. Et il est dit clairement qu'un engagement inaliénable du disciple du Christ, donc du baptisé dans la cité, c'est ce qu'on appelle l'engagement dans l'ordre temporel. C'est-à-dire que la profession que je fais, si je suis en politique, si je suis professeur d'université, si je suis commerçant, si je suis émigrant, si je suis tout ce que je fais, tout ce que je suis, en tant que chrétien, je dois faire transparaître les valeurs évangéliques. Et ces valeurs se résument finalement à deux. Ma capacité d'aimer l'autre comme moi-même. Oui. Et donc, parce que j'aime Dieu, premier niveau, je suis capable d'aimer mon frère, d'aimer ma sœur et de leur vouloir du bien. Le premier niveau, dans un État laïque, on ne l'évoque pas beaucoup. Encore que notre hymne parle du grand Dieu, oui, encore que dans notre Constitution, Dieu revient au moins 2 fois. Dans le préambule, il est écrit, nous, peuple togolais, nous mettons sous la protection de Dieu. Et quand notre chef d'État ou le chef de l'État doit faire le serment après son élection, oui, mais il le fait devant le peuple souverain et devant Dieu. Donc nous sommes un peuple de croyants. Ça fait que cette dimension en lien avec Dieu, même en étant dans un État laïque, est réelle. Mais je laisse cette dimension et je ramène tout au fait que quand on est chrétien, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait doit viser le bien de l'autre. Voilà pourquoi Jésus nous dit que le commandement ultime, c'est d'aimer son frère comme soi-même. Et Saint Jean nous a dit, si quelqu'un prétend aimer Dieu, qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son frère qu'il voit, c'est un menteur. Alors nous devons nous demander, nous catholiques togolais, et autres chrétiens, et autres croyants, est-ce que nous sommes vrais adorateurs de Dieu ou des menteurs? Parce que si nous ne prenons pas au sérieux la vie de nos frères, les affaires de la cité, et que nous démissionnons, quelque part nous démissionnons dans notre foi. Alors vous appelez clairement à des engagements réels. Il faut s'engager. Ce n'est même pas moi, Père Afognon, qui le dit. Tous les documents de l'Église le disent. Si on veut, on peut organiser des émissions autour de ça. Je vais lire en direct ces documents. Il n'est pas possible d'être chrétien et ne pas s'engager pour le bonheur de la cité. Et si je laisse l'Église de côté, je viens seulement dans notre hymne national. Notre hymne national, vraiment, c'est l'occasion pour moi de m'incliner avec vénération intérieure et action de grâce pour les pères et les mères qui ont fondé notre nation, oui, et qui nous ont donné notre hymne national. Il est dit dans notre hymne national... La qualité du texte. Oui, Togolais, viens, bâtissons la cité. Si quelqu'un même ne voudrait pas suivre la voie de Dieu qui l'appelle à s'engager, qu'il soit catholique ou non, au moins il doit suivre l'appel de l'hymne national, à moins qu'il renonce à sa nationalité togolaise. Et c'est écrit, c'est pas moi c'est pas le Père Afognon. Togolais, viens, bâtissons la cité. Grand Dieu, toi seul nous as exaltés du Togo pour la postérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Qu'est-ce que nous faisons de cet appel? Les gens se disent, bon, ils n'ont qu'à faire. Moi, je ne fais pas la politique. Les évêques ont défini la politique comme faire son devoir de citoyen. La politique politicienne, d'accord, on laisse ça aux partis politiques, à ceux qui veulent conquérir le pouvoir et l'exercer. Mais la politique, comme non pas entendu comme art ou science de gouverner la cité, ça, tout le monde ne peut pas le faire. Il y a des gens qui ont reçu cet appel, nous prions pour eux pour qu'ils puissent bien assumer cette mission. Mais la politique entendue comme ce que je fais au quotidien,
pour que la cité puisse prospérer, ça, tout le monde doit le faire. Et les évêques appellent ça faire son devoir citoyen. Je ne fais que citer une partie de Soyons responsables dans la justice et la vérité, que les évêques ont rendu public à l'occasion de notre 56e anniversaire de la session à la souveraineté nationale. Alors, nous vous avons invité ce matin, au-delà de ces questions et de ces messages d'engagement, finalement, d'interpellation de tous les Togolais, en tout cas ceux qui se sentent encore Togolais, puisque il y en a qui sont là, dont on connaît les parents, mais qui se disent qu'ils ne sont pas Togolais. Oui. Et, bon, on ne parle pas d'eux, on parle de ceux qui s'engagent véritablement. Mais en réalité, il y a pas mal de gens qui m'ont dit, mon père, moi j'ai honte du Togo. Est-ce que ce n'est pas grave ces propos? Mais c'est tellement grave. Voilà pourquoi nous, que ce soit... En même temps, on peut les comprendre. Oui, mais que ce soit le parti au pouvoir, pour qui j'ai beaucoup de respect, que ce soit la C14, pour qui j'ai beaucoup de respect, et que ce soit les partis politiques appelés centristes, pour qui j'ai aussi beaucoup de respect, ils ont le devoir d'éduquer les citoyens avec la société civile, les religions et autres, tout ce qui est organisation, pour permettre aux Togolais d'avoir dans le cœur ce qu'on appelle l'amour de la patrie. L'amour de la patrie et la fierté patriotique. Sans ça, on peut aller conquérir le pouvoir, l'exercer ou ne pas l'exercer, mais on finira par mettre ce pays complètement à la traîne des autres pays. Parce que pour qu'un pays existe... En même temps, ceux qui prononcent ces mots, ces phrases, est-ce qu'on ne peut pas les comprendre face à une gouvernance qu'ils qualifient d'une gouvernance à terre? Est-ce qu'on peut être content de ça? Bon, c'est vrai que la situation du Togo n'est pas une situation rose dans son ensemble. Et ça, dire cela ne veut pas dire qu'on s'attaque à quelqu'un. Il suffit de prendre différents rapports. Je n'irai pas très loin dans notre histoire, mais c'est l'occasion de féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que c'est lui qui a mis en place la CVJR. Ça, il faut saluer et féliciter le Président, féliciter son entourage, parce que rien ne les obligeait. Mais ils ont compris, surtout quand le chef de l'État a dit plus jamais ça sur la terre de nos aïeux, c'est une parole prophétique. Il a pris l'engagement pour que le mal ne puisse plus trouver place dans notre vie sociale. Ça, c'est merveilleux. C'est une parole prophétique. Alors, la CVJR, par exemple, a fait un travail de relecture de notre histoire depuis 1958. Le rapport existe. Combien de Togolais l'ont lu? Et ils ont fait des recommandations. Donc, je me dis qu'il est urgent que ceux qui exercent aujourd'hui le pouvoir politique, tout comme ceux qui veulent l'exercer, puissent vraiment s'entendre pour que les résolutions de la CVJR, par exemple, on puisse les appliquer. Ça va aider le peuple à redécouvrir la valeur du patriotisme. Voilà pourquoi, à Espérance pour le Togo, nous appelons tous les acteurs, y compris ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ceux qui veulent accéder au pouvoir, la société civile, les religions dans leur diversité. Chaque citoyen, finalement, nous lançons l'appel à un sursaut patriotique. Et nous, à Espérance pour le Togo, nous disons que notre chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, nos ministres, le Président du Parlement avec les honorables députés, nos juges, nos procureurs de la République, toutes ces personnes qui incarnent le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, doivent être aujourd'hui modèles dans ce que nous appelons à Espérance pour le Togo, modèle du sursaut patriotique. Parce que quand une nation est en danger et que ses fils n'arrivent pas à se comprendre et que d'autres nations trouvent que cela est grave et qui viennent les aider et leur indiquer un chemin, notamment la feuille de route avec les recommandations de la CEDEAO, ces fils-là et filles
doivent s'entendre. Ça devient une urgence. Alors, c'est un élément sur lequel votre mouvement est né. Les forces vives qui, on le disait, ont rendu public un manifeste intitulé Espérance pour le Togo. Oui. Mais quand on vous a écouté la dernière fois lors de la rencontre que vous avez organisée, sous le thème réussir les réformes politiques et rompre avec la longue crise au Togo, on a le sentiment qu'il y a un goût amer après le passage de la CEDEAO ici à Lomé. Je veux parler de la feuille de route. Oui. Pourquoi est-ce que vous faites partie aussi de ces insatisfaits des recommandations de la CEDEAO? En réalité, nous ne sommes pas des insatisfaits de la feuille de la route et de la feuille de route de la CEDEAO. D'accord. Non. C'est-à-dire que à Espérance pour le Togo, au lendemain, après le 31 juillet 2018, où la feuille de route est sortie, nous avons écouté des commentaires et certains semblaient dire que ça n'a aucune valeur, cette feuille de route. Nous nous sommes dit non, que des chefs d'État de nos sous-régions en conférence soient ensemble avec nos acteurs politiques et arrivent à quelque chose, on ne peut pas banaliser. C'est comme ça qu'avec des universitaires, des gens de la société civile et des citoyens, nous nous sommes rassemblés pour faire un travail. D'abord voir dans la feuille de route quels sont les éléments positifs. Parce que au Togo, nous avons vécu tellement de situations difficiles, de souffrances, de déceptions, que on a l'impression que le Togolais veut toujours ce qui est à 100%. Alors nous nous sommes dit, ce n'est pas la logique qui doit nous guider. Dans la feuille de route, essayons de voir qu'est-ce qui est positif. Même si c'est 10%, nous devons sauvegarder ça. C'est ainsi qu'on a trouvé qu'il y a des éléments positifs dans la feuille de route. Et nous avons dit qu'il serait intéressant d'annexer à la feuille de route un plan opérationnel avec un chronogramme. On sait qui fait quoi, quand. Ça permet à la société civile, dans la veille citoyenne, de dire, mais attention, et celui qui doit exécuter tel aspect, c'est XY, voilà, on a dit on le fait à tel mois, c'est pas fait, oui. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est bloqué? Donc l'absence de ce cadre fait que la feuille de route pourrait créer des difficultés d'exécution. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes un mouvement qui dit que tout ce qui est positif dans la feuille de route, nous nous engageons dans la veille citoyenne auprès de nos autorités, auprès de la C14 et auprès du comité de suivi de la CEDEAO pour que cela soit appliqué. Parce que on ne peut pas chaque fois arriver au bout des discussions politiques à des documents et tout de suite après on dénature le document, on met ça dans les tiroirs et puis une nouvelle crise va naître, on va encore se retrouver. Cette façon de faire plombe notre pays. Nous sommes de ceux qui sont en train de dire il serait intéressant que la société civile demande à notre gouvernement de rendre public tout ce que la crise depuis plus d'1 an a entraîné comme dommage au niveau social, au niveau économique. Vous voulez des données, des chiffres réels. Et autres pour le pays. Oui. Et que la C14 et d'autres organisations politiques puissent faire le même travail. Parce que on ne rend pas compte au peuple. Oh, tout le monde parle au nom du peuple. Et nous pensons que la société civile doit aussi faire ce travail. Pour qu'on puisse mettre sous le regard des citoyens et citoyennes du Togo tout ce que ça coûte une crise. Pour que que les citoyens aient une idée là-dessus. Une idée. Parce que avant de s'engager prochainement. Ça pour coûte, savoir. oui. Ça coûte. Et ça met le pays en arrière. Vous savez, il y a des jeunes qui ont entrepris des choses, aujourd'hui, ils ne peuvent plus, parce que, voilà, tout est plombé. Il y a des gens qui ont eu des rendez-vous à différents niveaux, avec des partenaires à l'extérieur qui ont dit non, tel que le pays est, nous ne pouvons pas. Donc tout ça, ce sont des pertes. Mais nous disons à Espérance pour le Togo, jusqu'à quand nos acteurs politiques vont rester comme
si leur seul souci, c'est les stratégies pour conquérir le pouvoir et l'exercer, ou les stratégies pour rester à exercer le pouvoir. Conserver le pouvoir. Voilà. Donc, si on n'est que dans ces stratégies, dans ce jeu politique, on finit par détruire le peuple. Parce qu'aujourd'hui, la misère est réelle chez nous. La paupérisation, n'en parlons pas. Il faut aller dans nos hôpitaux. Il faut aller dans les villages pour voir dans les dispensaires publics qu'est-ce que nous avons aujourd'hui. Il faut voir ces Togolais qui n'ont même pas de l'eau potable. Il faut aller dans nos écoles. Nous venons de faire la rentrée. Mais je peux vous dire qu'il y a des enfants qui sont encore dehors et qui étudient sous des abris. Et qu'en temps d'intempéries, ils seront obligés d'arrêter les cours. Donc, les hommes politiques de notre pays, moi je crois qu'ils aiment ce pays. Mais ils n'arrivent pas à le démontrer. Très bien. Nous allons continuer, ou sinon poursuivre ce débat-là tout à l'heure, après un clin d'œil à nos partenaires. Retour pour la deuxième partie de Taxi Presse. Notre invité ce matin, c'est le révérend Père Pierre-Marie Chanel à Fognon. Il est aumônier national des cadres catholiques du Togo. C'est lui qui pilote les forces vives, on va dire cela ainsi, Espérance pour le Togo. Mon père, qui est-ce qui se retrouve dans votre mouvement? Merci. D'abord, je voudrais bien préciser le nom du mouvement. Oui. Notre nom, c'est Mouvement des Forces Vives Espérance pour le Togo. Voilà. Et donc, merci beaucoup. Dans notre mouvement, comme notre manifeste dit clairement, je préfère lire pour être fidèle, nous sommes des femmes, des hommes, issus de diverses ethnies et régions du Togo, provenant de toutes les conditions sociales, professant diverses religions, appartenant à diverses organisations de la société civile. Et donc, vous trouvez en notre sein un certain nombre d'organisations reconnues de la société civile. Vous trouvez des universitaires, oui. Vous trouvez des leaders religieux, il y a des prêtres, il y a des pasteurs, il y a des imams. Et on n'a pas encore d'adhésion de nos frères de la religion traditionnelle. Et chaque fois que j'ai l'occasion de parler, je les invite. Et ils ont leur place dans notre mouvement. Et il y a certaines organisations aussi de la diaspora qui ont adhéré. Et nous avons des citoyens. Tout citoyen peut adhérer. Simplement, une forme de creuset national que vous êtes en train de bâtir aujourd'hui. Pour nous, nous voulions avoir une société civile forte et unique. Unique, ce serait de la dictature. Nous ne parlerons pas d'unique. Si je l'évoque parce qu'il nous a été demandé de constater que dans les forces vives, Espérance pour le Togo, il y a une seule société civile là-dedans, celle beaucoup plus proche de l'opposition. Ah bon, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui relève d'une fragilité dans notre façon d'analyser les choses. Je l'appelle fragilité parce que nous sommes tous fragiles. Hein. Ce n'est pas qu'en disant fragilité, j'insulte. Non, non. L'être humain est fragile. Oui. Par exemple, des fois, on peut avoir peur. Oui. C'est une façon de montrer que l'être humain est fragile. Des fois, on peut hésiter, comme pour aller vers plus de prudence. C'est aussi une forme de fragilité parce qu'on n'est pas tout puissant. Donc, nous, au contraire, nous avons noté que quand on parle de la société civile au Togo, et cela se répercute jusque dans la façon de désigner la société civile au sein de la CENI. C'est quelque chose à corriger progressivement. Parce que quand on parle de la société civile, on dit société civile pro-parti au pouvoir, société civile pro-opposition. Moi, je peux le dire à l'antenne ici, que si demain, UNIR nous invite à un forum, nous irons en tant que société civile. Si demain la C14 nous invite, nous irons. Si après demain les centristes nous invitent, nous irons. Parce que nous sommes société civile, nous ne sommes pas politiques et nous ne sommes pas pro ceci, pro cela.
Voilà pourquoi dans notre manifeste, nous disons clairement que nous sommes avec ce qui est normatif et avec des standards. D'accord. Il peut arriver que nous soyons en train de tenir un discours normatif et standard Qui arrange ou le parti au pouvoir ou l'opposition, et on va dire nous sommes de tel côté. Mais il est clair pour nous, à Espérance pour le Togo, nous n'avons pas de camp. La preuve, nous avons écrit à l'ensemble des institutions et les partis politiques pour les rencontrer. Nous avons écrit aussi à UNIR, nous avons écrit aussi à la C14, nous avons écrit aux ambassades, et la C14 nous a déjà reçus. Nous attendons et nous allons relancer dès que les responsables d'UNIR auront le temps et vont nous inviter. Nous irons aussi les rencontrer. Pour nous, ce pays, son relèvement n'est pas dans cette façon d'organiser la vie en deux pôles. C'est notre hymne qui dit, ce n'est ni le père Afognon et ni l'espérance pour le Togo. Notre hymne dit au deuxième couplet, je cite, « Dans l'unité nous voulons te servir. C'est bien là de nos cœurs le plus ardent désir. Clamons fort notre devise que rien ne peut ternir. » Donc, le projet social togolais, c'est un projet d'unité, de communion. Ceux qui ont fondé notre nation ont déjà prévu que si nous sommes divisés, nous n'irons pas loin. C'est normal que dans le débat politique, chaque parti politique puisse avoir ses objectifs et tout. Ça, ils sont dans leur rôle. On ne va pas leur demander de penser la même chose, ce n'est pas possible. C'est de la dictature, la pensée unique, nous sommes d'accord. Mais ils ne peuvent pas devenir des ennemis qui sont continuellement dans un bras de fer et qui oublient qu'en réalité, le pouvoir doit être au service du peuple. Et dans ce bras de fer, ils finissent par faire du peuple l'esclave du pouvoir. Ça, aucun pays ne peut se relever comme ça. Donc, à Espérance pour le Togo, nous lançons l'appel à nos hommes et femmes politiques vraiment de sortir de tout ce qui est bras de fer, tout ce qui est intérêt particulier, et d'aller de l'avant. C'est aussi le sens de votre lettre ouverte, cette si longue lettre que vous avez adressée aux acteurs politiques juste au lendemain de la publication de la feuille de route de la CEDEAO. Tout à fait. Je me suis... Là encore, il n'y avait pas Espérance pour le Togo, il n'avait pas encore vu le jour. Mais quand j'ai réfléchi, je me suis dit, la mission du prêtre, on dit que le prêtre a 3 missions. Mission d'enseignement, donc il doit aider les gens et éclairer leur conscience. Mission de gouvernement, dans l'Église, il a des responsabilités. Mission de sanctification, quand il célèbre le culte, la messe, et prie avec le peuple de Dieu. Et donc, au nom de la première mission qui est d'enseigner, j'ai écrit une lettre à l'ensemble des décideurs politiques pour leur dire de penser au peuple. Mais eux tous, politiciens de notre pays, ils viennent de quelque part. Est-ce que le développement de leur milieu est déjà un acquis? Est-ce que la pauvreté a déjà reculé dans leur milieu d'origine? Est-ce que dans notre pays, de façon globale, on est en train de faire reculer la pauvreté, je veux dire la misère, ou tel que le bras de fer est installé, on est en train d'installer plutôt la misère? Est-ce qu'on va continuer dans le bras de fer et du moment où il n'y a pas des entrées, parce que pour qu'un État fonctionne, il faut les recettes. Bien sûr. S'il n'y a pas de recettes, qu'est-ce qui se passe? On va aller faire des prêts pour pouvoir payer les charges de l'État. Et ces prêts-là sont des dettes pour le pays. Et qui va payer ces dettes? C'est encore le peuple. Et si on n'arrive pas, ça va être corsé au niveau des taxes. Et le petit Togolais qui va essayer de commencer quelque chose, il voit que, on va vraiment le taxer, on va lui mener la vie dure, il va dire non, je laisse. Et il fait quoi? Il laisse, et le peu d'argent qu'il a, il va aller au Nigeria, il va aller au Mali pour essayer de survivre. Or, ce qu'on oublie, c'est que la pauvreté et surtout la misère noire, c'est le lit favorable, c'est le milieu de culture pour la violence. Le nombre de jeunes
Togolais que moi j'ai rencontrés, qui m'ont dit, mon père, on n'en peut plus. Moi, je vais au Nigeria. Moi, je vais au Mali. Ils sont nombreux. Prions pour que des groupes d'une certaine violence ne les récupèrent pas. Parce que tôt ou tard, ils reviendront dans leur pays. Et si leur pays ne se relève pas, peut-être qu'ils parleront. On est guetté par ce phénomène. Mais si notre pays ne s'organise pas pour faire reculer la misère, une certaine violence peut naître à tout moment. Parce que, on le dit de façon vulgaire, le ventre affamé n'a pas d'oreille. Bien sûr. Donc, nous devons veiller à ça. Et tous les hommes et toutes les femmes politiques, Oui, bien sûr. ceux qui sont au pouvoir, parce depuis que, le chef de pour l'État. pouvoir régler les problèmes sociaux, il faut régler aussi les problèmes politiques. Oui, parce que... Et ça vous intéresse. Vous en avez parlé la dernière fois lors de votre rencontre à Lomé, rencontre qui a rendu public donc votre manifeste. Oui, je voudrais rappeler qu'en oui. fait, notre manifeste a été rendu public déjà au cours d'une rencontre au collège Saint-Joseph. Et cette première conférence, nous avons profité du passage d'un expert en bonne gouvernance, M. Dani, voilà, pour que, comme Togolais, comme expert, il puisse nous partager son expérience. C'était la conférence à la paroisse universitaire. Et nous allons continuer ces activités. Et comme j'ai eu à le dire, nous n'avons pas du tout à rester dans le carcan de l'opposition ou quelque chose. S'il y a un membre du Parti uni ou d'un parti centriste, pour vous de poser le débat tout le temps. Oui, de centriste qui a des choses à partager avec la société civile, mais cette personne est la bienvenue. Pourquoi pas? Alors, la question des réformes politiques semble être l'élément central autour duquel la bataille est féroce depuis quelque temps. C'est d'ailleurs le sujet qui a amené à cette date fatidique de 19 août 2017. On n'en est pas encore terminé. Et puis, le dialogue a démarré. La dernière fois, au cours de la rencontre, on s'en est aperçu rapidement que pour vous, les organisateurs, pour vous, au niveau de l'Espérance pour le Togo, les réformes sont devenues aujourd'hui une exigence incontournable, d'autant plus qu'il y a urgence d'adapter les institutions de la République à l'état de droit. Alors je m'en vais vous poser la question, et vous allez me répondre franchement, à moi et aux auditeurs, est-ce que nous vivons dans un pays d'état de droit? L'état de droit, dans notre conception, est aussi un processus. Et c'est une réalité dynamique. Quand on regarde ce qu'on appelle la crise sociopolitique au Togo, on peut tout de suite dire que l'état de droit est problématique chez nous. Parce que si on était véritablement dans un état de droit, on n'a pas besoin de dialogues interminables et on n'aura pas besoin de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO pour venir nous indiquer la marche à suivre, à mettre en place un comité de suivi pour être sûr que ce qu'on nous a prescrit comme traitement, nous sommes en train de bien prendre ça. Tous ces éléments montrent aux yeux de tout acteur, qu'il soit politique ou qu'il soit citoyen comme nous autres, que l'état de droit au Togo est problématique. Parce que les réformes en question, c'est lié aussi à notre constitution. Oui. Et on ne peut pas parler d'état de droit si déjà au niveau des citoyens et des acteurs politiques, il y a conflit autour du texte qui fonde une nation qu'on appelle la Constitution, puisque c'est de la Constitution que doit découler tout le reste. Or, il est question justement de réforme constitutionnelle. Il est question de réforme institutionnelle. Et donc, nous avons aussi eu à rencontrer certaines institutions de la République, dont la CNDH. Et la CNDH, quand nous étions allés lui présenter notre projet, ils nous ont dit, mais nous sommes dans votre logique, mais vous devez savoir que les acteurs politiques, selon les bords, n'écoutent pas nécessairement ce que nous portons, nous aussi, comme institution de la République. Donc, vous voyez, c'est un exemple. Mais comment en est-on arrivé là? C'est la crise de confiance qui continue? Il y a une crise de confiance entre les acteurs politiques, mais il y a aussi
pour nous, à Espérance pour le Togo, une forme d'absence. Absence, c'est trop fort, mais disons, une forme, disons absence de bonne volonté. C'est-à-dire que nous ne disons pas que les acteurs politiques n'ont pas de bonne volonté. C'est pas ça. Parce que si on le prend dans ce sens, c'est comme si on les jugeait, on les insultait. Mais c'est que la bonne volonté, quand c'est intérieur, ça doit venir à l'extérieur par des actes. Ce que nous appelons des actes patriotiques dans un élan de sursaut patriotique. Je donne un exemple concret. Allez-y. J'avais eu à dire ça la dernière fois sur une antenne. Imaginons que tout ce qui se passe à la CENI et que le comité de suivi a essayé de demander de mettre la balle à terre et ils ont travaillé. Aujourd'hui, il y a question de parité, tout ça. Voilà. Mais on entend encore des remue-ménages et tout. Imaginons que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est le président de tous les Togolais, je le dis, il n'y a pas deux présidents au Togo. En tout cas, moi, quelqu'un me demande, je sais que c'est lui mon président. Si d'autres Togolais ne trouvent pas en lui leur président, moi et notre mouvement, nous pensons qu'il n'y a pas deux présidents au Togo. Cela dit, notre président, je parle de cette bonne volonté qui se transforme en sursaut patriotique et qui pose des actes patriotiques. On peut considérer notre président de la République comme le premier magistrat de la République. C'est d'ailleurs le premier magistrat. Ah, bon, voilà, moi je ne suis pas juriste. Mais s'il disait par exemple, arrêtez-moi ce jeu. Ça veut dire qu'il a le pouvoir de tout arrêter. Pour le bien de la nation. Quand ça parle de tous les côtés, quand ça bouge de tous les côtés. Ça bouge. On ne sait pas, la C14 tire de ce côté, le parti au pouvoir tire de ce côté, les centristes se positionnent ici, et le peuple est là. Vous avez envie aussi de dire que le président Faure Gnassingbé ne s'implique pas véritablement dans la résolution de la crise? Non, je crois qu'il s'implique. Il s'implique. Mais pas véritablement. Non, pourquoi dire qu'il ne s'implique pas véritablement? Parce que des fois les gens disent on ne l'entend pas. Excusez-moi, est-ce qu'on est obligé de crier toujours le bien qu'on fait pour un pays? Moi, je ne le crois pas. Mais tout ce que nous disons, Espérance pour le Togo... C'est des questions réelles. Oui. Beaucoup de nos concitoyens ont envie d'écouter le président de la République depuis qu'on nous a prescrit des produits à prendre. Oui. Il n'a pas parlé. Oui, il n'a pas parlé. Et nous n'allons pas nous ériger non plus en juge, mais ce que moi je veux dire... On fait des constats aussi. Voilà, le constat est vrai. La preuve, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui un discours de notre président de la République qu'on peut montrer et sur lequel on peut débattre. Je suis entièrement d'accord. Mais l'appel que nous lançons, Espérance pour le Togo, c'est l'appel d'un sursaut. Imaginons que notre chef de l'État dise à la CENI, écoutez, les autres chefs d'État sont venus parler. Jusqu'à nouvel ordre, je suis le président de la République. Ce que nous voulons, c'est que ce pays sorte d'une crise et je demande aux différents acteurs politiques de poser la balle à terre et nous allons procéder aux réformes. Une fois que nous sommes sûrs que le jeu est clair, nous irons aux élections. Je pense que le peuple peut envahir les rues de Lomé en scandant des chants de danse en son honneur. Parce que ce que le peuple veut, c'est ça. Aujourd'hui, il s'agira, si Faure Gnassingbé, excusez-moi, prononce un tel discours, il s'agira à la fin d'une victoire d'un camp sur un autre. Non, pas du tout. Pour quel camp sur quel camp? Excusez-moi, le Togo est question de camp. Quand on dit des Togolais ont faim, quand on dit des Togolais sont au chômage, quand on dit l'unique emploi accessible aux jeunes, c'est le Zémijan. Et aujourd'hui, il ne peut même plus vendre boudin. Certains se sont mutés en spécialistes de boudin, tout ça. Si on dit qu'il n'y a que ça, et on dit que notre pays, en termes de recettes, à cause de la crise, a perdu. Quand on dit en termes de fluidité de relations, vous savez, il y a des institutions du supérieur
qui ont invité certains professeurs même à venir donner des cours, des professeurs missionnaires. Ils ont dit durant la crise qu'ils ne peuvent pas venir. Parce que dans les ambassades aussi, on leur dit attention, ce pays, il y a ça, il y a ça. Donc, quel camp a victoire sur quel camp? Il n'y a que la victoire du peuple. Et quand le peuple est victorieux, mais c'est le chef de l'État qui est honoré. C'est son excellence le Premier ministre qui est honoré. Ce sont les ministres qui sont honorés, les parlementaires, tout le peuple. Et la C14 est honorée, l'UNIR est honoré, les centristes sont honorés. C'est ce que nous devons avoir comme vision. Mais la dynamique dans laquelle on se situe aujourd'hui, c'est d'aller d'abord aux élections. Après, on parlera des réformes. Oui. Est-ce que ça vous enchante? Bon, nous, à Espérance, pour le Togo, nous avons été très clairs. Parce que nous avons même donné un document que nous avons intitulé « Contribution ». Oui. Que vous avez remis au comité de suivi. Au comité de suivi. Il est vrai, le président ce jour était occupé, devait rencontrer une autre autorité de notre pays. Et donc, le général Francis Béanzin, de Béninois, et M. Babaka, qui est le représentant résident de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, il nous a reçus. C'est l'occasion pour moi de remercier le comité de suivi pour cet acte d'écoute de la société civile. Vraiment, c'est quelque chose à saluer. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de remercier, de saluer tout le travail du représentant résident de la CEDEAO chez nous au Togo, M. Lompo. Et nous l'encourageons à poursuivre ce travail. Et finalement, c'est aussi l'occasion de remercier l'ensemble des acteurs politiques et les autres membres de la société civile de notre pays. C'est ensemble que nous allons relever ce pays. Et donc, vous êtes en train aujourd'hui, la CENI est en train de travailler. Qu'aujourd'hui, visiblement, vous, au niveau d'Espérance Togo, vous voulez d'abord des réformes. Oui, nous avons été clairs. Pourquoi? C'est pas parce que nous nous alignons sur un camp. Hein. C'est pas ça. Il peut arriver que ce que nous disons, tel ou tel autre parti politique reprenne ça. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes leur aile marchande, loin de là. Donc, la question de la réforme ne date pas d'aujourd'hui. Si nous relisons les recommandations de la CVJR a recommandé ça. Et je venais de remercier, de féliciter son Excellence, Monsieur le chef de l'État, qui a souhaité ça. Et je me rappelle, mais je peux me tromper, que quand la CVJR remettait les rapports à notre président, son Excellence, il a dit qu'il faut faire ces réformes pour éviter que les vieux démons ne se réveillent. Si nous partons de là et nous venons, par exemple, aux contributions des églises, que ce soit les églises protestantes, que ce soit particulièrement l'église catholique à travers la conférence des évêques, ils ont dit aussi clairement que les réformes vont permettre à notre pays de sortir de façon pacifique de la crise. Alors, si nous ce qu'on observe aujourd'hui là, est-ce que ça vous inquiète pas? Mais ça nous inquiète et nous l'avons dit quand il y avait cette course par rapport à une date. Nous nous sommes réjouis depuis dimanche quand nos acteurs politiques ont trouvé un terrain d'entente, et ça aussi il faut les féliciter. Nous à Espérance au Togo, nous les félicitons. Un terrain d'entente pas pour les réformes, mais pour aller à la CENI et organiser les élections. Oui, c'est déjà quelque chose. Voilà pourquoi nous sommes dans la logique des petits pas. S'il y a 0,01% de positifs, il ne faut pas dire que nous cherchons 80% de positifs, donc on jette ça. Il faut sauvegarder. Donc, disons merci à tous ceux qui, au niveau des plus hautes autorités... Mais il y a déjà un problème qui se pose depuis hier où la coalition a demandé la suspension. J'en viens. Et que ce soit les plus hautes autorités de notre pays, que ce soit la C14, que ce soit le comité de suivi et tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour qu'on arrive à ça, je pense que comme des Togolais, disons d'abord merci à ces efforts. Maintenant, ce qui est inquiétant pour nous aujourd'hui,
et je crois que dans les jours à venir, Espérance pour le Togo va aussi se positionner, et c'est que, et malgré cette recomposition, qui est un acquis, le calendrier électoral se déploie comme s'il n'y avait pas eu un accord. Alors, nous ne pouvons que supplier encore nos acteurs politiques de ne pas ouvrir encore une autre crise. C'est-à-dire, si nous savons... Parce que là, on va encore à une autre crise. On va à une autre crise. Si nous ne savons pas faire, nous serons ridicules. Parce que les autres pays aussi ont leurs problèmes. Hein. Et s'ils viennent nous aider, et que nous-mêmes, nous oublions ce que notre hymne nous dit, et qu'on me permet de citer encore, allez-y. Notre hymne dit « Seul artisan de ton bonheur, ainsi que de ton avenir, brisons partout les chaînes de la traîtrise. » Ainsi de suite, ainsi de suite. Hein? Et nous te jurons toujours fidélité, et aimer, servir, se dépasser, faire encore de toi, sans nous lasser, Togo chéri, lors de l'humanité. Mais nous les supplions, à Espérance pour le Togo, nous supplions que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit la C14, que ce soit les centristes, nous les supplions de tout faire. Ils sont Togolais, qui se parlent, qui oublient des intérêts de mon parti politique et tout ça, qui regardent le peuple et qui avancent. Parce que quand les autres pays seront fatigués de nous, ils vont nous laisser. Et certains citoyens qui en ont marre, qu'est-ce qu'ils pourront faire? Peut-être ils vont aller à des actes de violence. Et qui est gagnant quand il y a violence? Personne. Le pays ne sera qu'en train de reculer, puisque même après un temps de violence, il faut nécessairement se retrouver, discuter pour rebâtir le pays. Pourquoi nous allons prendre des chemins que nous voyons très bien que ce sont des chemins sans issue? Donc, nous sommes en train de supplier encore ceux qui incarnent la CENI, depuis son président actuel, passant par ceux qui vont désormais entrer et ceux qui y sont, de regarder le peuple togolais. Le peuple a trop souffert et souffre trop. Il ne peut pas se cantonner dans un jeu politique en oubliant le peuple. Voilà pourquoi nous appelons tous les citoyens et citoyennes du Togo à adhérer massivement à notre mouvement pour dire aux hommes politiques et aux femmes politiques, quel que soit leur bord, que arrêtez. Parce que vous ne pouvez pas, à cause de vos intérêts politiques... Mais arrêter, ça voudra aussi dire... détruire notre pays. Faites les réformes. Arrêter voudrait dire aussi faites les réformes. Ça, nous sommes clairs là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en faisant les réformes, monsieur le journaliste et chers amis auditeurs et auditrices, on pacifie tout. Imaginons qu'on faisait les réformes. Et puis on va aux élections. Le parti uni, qui est défini comme parti majoritaire, gagnait les élections. Le seul Togolais qui va lever les mains en disant « Uni a triché », je suis sûr qu'il aura derrière lui plus de 6 millions de Togolais et qui vont lui dire « Toi, tu es un semeur de troubles » et qui vont le raisonner. Il ne pourra même pas rester au Togo pour contester. Et si on doit aller dans la rue, il sera seul. Les gens trouveront qu'il est fou. Mais si on ne fait pas les réformes et que Uni gagne, par exemple, et que la C14 dit ils nous ont triché. Les centristes disent bon, ils nous ont triché, mais bon, c'est pas grave, on est habitué au Togo. Mais ça va créer encore une crise. Et si on disait la C14 a perdu les élections, alors que les réformes ont tout prévu, et que c'est une élection crédible, transparente, il n'y aura pas de problème. Mais si la C14 se mettait dans la rue, je vous assure que l'ensemble des sociétés civiles et cette force que nous sommes en train de constituer vont leur demander d'arrêter la pagaille. Mais si on ne fait pas les réformes, comment le peuple va se positionner pour dire aux acteurs politiques arrêtez-nous ça? Très bien. Mon père, je nous propose encore une petite pause pour faire un clin d'œil à nos partenaires. Et juste après, on se retrouve pour poursuivre ce débat. Et en ce moment-là, nous donnerons l'occasion à nos auditeurs de nous appeler sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59, où nous envoyez juste un petit message sur le 90 71 49 62, un message WhatsApp bien sûr. À 12h45 minutes.
Retour en studio avec notre invité, le révérend père Afogno. Mon père, depuis que la crise s'est accentuée il y a plus d'une année maintenant, il y a certains de nos concitoyens qui sont arrêtés et qui sont toujours détenus sur la prison civile de Lomé. Quelle est votre position, la position de votre mouvement là-dessus? Vous, si vous demandez qu'on les libère? Oui, nous demandons clairement, humblement, avec une détermination citoyenne avérée, leur libération, parce que cela rentre dans l'une des recommandations de la feuille de route qui se trouve au numéro 37A et qui dit que la conférence des chefs d'État et de gouvernement encourage le gouvernement togolais à poursuivre les mesures de confiance et d'apaisement en accélérant les procédures judiciaires relatives aux personnes arrêtées lors des manifestations politiques et d'étudier la possibilité de mesures additionnelles en faveur de ces personnes. Donc, nous supplions l'autorité compétente. Humblement, je m'adresse à Monsieur le ministre de la Justice. Humblement, je m'adresse à toutes les autorités avec tout le respect que nous leur devons, en supplication vraiment, une supplication ferme et citoyenne d'entraîner l'apaisement dans le pays. Pour l'apaisement. Parce que ils sont des pères de famille. Nous avons commencé la rentrée, ils étaient en prison. Les enfants, aujourd'hui, ont repris l'école sans papa. Oui. Vous savez, c'est des souffrances énormes. Il faut rencontrer ces familles pour voir ce que c'est. Et quand on a quelqu'un en prison, tout le monde sait au Togo que c'est chaque jour qu'il faut faire des dépenses pour que la personne ne puisse pas tomber malade et tout le reste. Et quand on regarde de près, il ne faudrait pas que la non-application de cette mesure entraîne encore des agitations inutiles. Le lundi passé, à l'ambassade du Ghana, moi j'ai appris qu'il y a des organisations de la société civile qui ont dit d'aller allumer une bougie. Oui. Vous y étiez? Oui, j'étais allé. Et comme ça rentre dans les recommandations, et que notre mouvement veut veiller de façon citoyenne à l'application, je suis allé. Mais je suis allé aussi comme prêtre pour dire à ces familles, vous n'êtes pas abandonnés. Pour dire à ces familles courage, pour dire à ces frères qui sont en prison que vous n'êtes pas abandonnés. Voilà pourquoi je n'ai pas simplement allumé une bougie. Je me suis agenouillé, j'ai prié. Parce que partout où l'homme est brisé dans sa dignité, le Dieu auquel je crois est là. Et j'ai confié le pays à Dieu. J'ai confié le chef de l'État et le gouvernement à Dieu. J'ai confié nos frères en prison à Dieu. Et j'ai confié leur famille, j'ai confié le pays. J'étais parti quelques minutes après, on m'a dit que les militaires étaient allés. Heureusement. Les gendarmes, bon. On rend grâce à Dieu. Il n'y a pas eu d'affrontement. Mais il y avait une vingtaine de personnes qui ne faisaient rien. Ce n'était pas une marche et tout. Et je voudrais humblement supplier à genoux que nos forces qui assurent notre sécurité, nous leur disons merci de tout cœur, mais qu'on fasse en sorte que ceux qui expriment quelque chose de légitime ne se sentent pas agressés. C'est très important. La paix sociale et la cohésion sociale passent par là. Mais cela dit, nous remercions les forces de l'ordre. Ils auraient pu y aller simplement et leur dire, voilà, nous sommes venus nous assurer de votre sécurité pour qu'il n'y ait pas de débordement. Bien. À 3, à 4, ils assurent leur sécurité. Ce serait beaucoup mieux. D'accord. Et nous allons maintenant permettre à nos auditeurs d'intervenir dans l'émission, poser des questions au révérend père Pierre-Marie Chanel Afognon ou donner son avis également sur la situation dont nous parlons. C'est sur le 93 96 99 99 ou le 99 20 09 59 où vous souhaitez nous écrire sur le WhatsApp. Le numéro que nous vous donnons, c'est le 90 71 49 62. Nous avons un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglou.
Magolo, Comment allez-vous? Oh, ça va. Nous vous écoutons. Mon père, bonjour. Bonjour mon frère. Merci beaucoup je vous félicite d'avoir fait exception à la règle parce qu'on nous dit souvent que l'Église ne doit pas s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Vous avez fait l'exception. Mais en même temps, il y a un adage de chez nous qui dit on n'accepte pas quelque chose et s'exhiber. Il faut aller jusqu'au fond. J'ai tout simplement l'impression que vous prenez trop de gants à l'endroit du pouvoir. Je donne un exemple, par exemple, vous disiez tout à l'heure que il y a deux pôles qui s'appliquent dans la politique, qui gênent même l'évolution des choses. Vous parlez du pouvoir, qui exerce le pouvoir, qui le conserve toujours, et l'autre partie de l'opposition qui cherche aussi à conquérir le pouvoir et l'exercer. Non, on ne peut pas mettre les deux sur le même pied d'égalité. Le pouvoir, lorsqu'on l'exerce, il y a une limite. Or, ce pouvoir que nous avons veut l'exercer éternellement et l'exerce mal. Tandis que l'opposition veut l'exercer, veut d'abord conquérir par des voies honnêtes et améliorer les conditions de vie des populations. L'opposition ne lutte pas seulement pour avoir le pouvoir et l'exercer comme le fait ce pouvoir. Ça, il faut le dénoncer. Donc, parlant des réformes. Monsieur Maglo, encore 30 secondes. Allô? Oui, 30 secondes encore. Vous donnez la parole aussi aux auditeurs. Réformes, je crois qu'on ne les ferait pas. Parce que qui dit réforme dit le départ du pouvoir. Ce pouvoir n'existerait pas. Et ils sont très conscients. Mais vous-même, vous êtes conscients. Lorsqu'on va faire les réformes telles qu'il le faut, le pouvoir ne serait pas là. Et tout à l'heure, vous avez aussi dit que lorsqu'il y aura des élections claires, ce pouvoir va gagner. Si ce pouvoir gagne, tout le monde va lever les mains. Les mains, on dit que le pouvoir, même si les réformes sont claires, et ce pouvoir gagne, on criera toujours. Le pouvoir n'a jamais gagné. Ce pouvoir n'a jamais gagné. D'accord, très bien. Monsieur Maglo, on a compris. Merci de nous avoir contactés, mon père. Oui, une réaction. Je voudrais d'abord préciser ma pensée. Et que le parti uni qui est au pouvoir n'ait jamais gagné, je pense qu'il revient à chaque citoyen, aux organisations, de dire ce qu'ils veulent. Nous disons à Espérance pour le Togo qu'il faut faire d'abord les réformes. Nous n'avons pas une étude scientifique aujourd'hui, sociologique et autres, à brandir pour démontrer par A plus B qu'après les réformes, Uni ne va pas gagner. Nous disons simplement, peu importe celui qui gagne, mais faisons bien les réformes de façon impeccable. Et les règles du jeu sont claires. On entre. Celui qui gagne, on va l'applaudir. Donc, il ne faudrait pas non plus qu'au Togo, nous fonctionnons comme si nous avons d'un côté un camp de saints que nous voulons soutenir, qui va aller en guerre contre un camp de diables, et on va libérer le Togo. Faisons les réformes. Nous, à Espérance pour le Togo, nous disons, faisons les réformes. Faisons-les bien, le temps qu'il faut, et testons maintenant. Le meilleur gagne. C'est un jeu politique. D'accord. Voilà. Nous avons un autre auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est M. Kouliché Yao, d'accord. Nous vous écoutons, M. Yao. Oui. Mon père, bonjour. Bonjour, mon frère. Oui. Moi, je voulais vous remercier tout simplement pour votre travail. Monsieur Yao. Pour qu'on puisse libérer les détenus politiques. Oui. Je vous soutiens. Oui. D'accord. Merci beaucoup, mais en fait, vous faites bien d'appeler, mais c'est pas à moi que vous devez donner un soutien. Hein. Vous devez donner un soutien aux chefs d'État de nos sous-régions qui ont recommandé ça. C'est le numéro 37A. Donc, c'est pas le père Afognon qui fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a un auditeur qui nous envoie un message qui dit comment le révérend père Afognon trouve-t-il cette démarche de demander audience à voir le chef de l'État, donc le voir pour lui exposer son point de vue global sur le comment des choses ou celui de sa formation de société civile?
Et l'auditeur voudrait dire, est-ce que nous sommes prêts à Espérance pour le Togo de rencontrer le chef de l'État ou de faire votre travail comme vous le faites là? À la première minute. Si vous le rencontrerez? Oui, si aujourd'hui, il y a un citoyen ou une citoyenne togolaise, nous savons que l'agenda du chef de l'État est très chargé. Nous n'estimons pas que nous sommes... si on nous accorde la possibilité de rencontrer le chef de l'État, nous souhaitons vivement ça. Parce que... Pour lui dire quoi? Faites les réformes? Mais nous irons dire au chef de l'État ce que nous avons déjà écrit dans des documents officiels, ce qui est dans notre manifeste et ce que nous avons appelé contribution du mouvement Espérance pour le Togo pour une sortie de crise pacifique. Nous lui donnerons même copie de ces documents et nous allons parler. Nous sommes prêts. Bien. On prend un autre auditeur au bout du fil. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, père. Bonjour, mon frère. Et tout d'abord... Quel est votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est Nane Woto. J'appelle à Balepedo. Très bien. Nous vous écoutons, Nane Woto. Je voudrais remercier le père. Ce régime a forcé ce pays et les gens ont perdu l'amour de soi. C'est ça le problème de base. Ce régime a forcé ce pays, les gens ont perdu l'amour de soi. Et c'est dangereux pour nous. J'apprécie le père. Je n'ai qu'à continuer jusqu'à ce que les gens de ce pays vont reconnaître qu'ils sont des êtres humains. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Nanewoto. Merci de nous avoir contacté. Un autre auditeur nous dit, enfin c'est une question au père. Oui. En tant que père et acteur engagé dans la société civile, et après toutes ces observations, pourra-t-il refuser de servir le corps du Christ à un fidèle catholique qui lui jeterait à la figure de gaz lacrymogène? Non, notre Dieu, c'est le Dieu amour. Vous savez, quand on dit amour en français, ça ne pèse pas. Voilà, il faut dire agapé en grec. Oui. C'est-à-dire, c'est cet amour qui se donne jusqu'au bout et qui triomphe du mal. Vous savez, et l'Église ouvre ses bras à tous ses enfants. Et l'Église croit même que celui qui est péché entre guillemets aujourd'hui, qui de façon injuste jette le gaz lacrymogène, on ne peut pas le réduire au fait que de façon circonstancielle a posé cet acte. Et c'est ce que Jésus fait dans l'Évangile. Quand on lui amène des pécheurs, la femme adultère dans Jean 8, mais il ne réduit pas cette femme à son mal. Mais il cherche à voir, est-ce que cette femme aujourd'hui veut changer? Ce qui est important pour nous tous Togolais, c'est de changer de cœur. Notre problème, moi j'aime dire, avant d'être un problème politique, c'est un problème éthique. Parce que est-ce que nous aimons le bien? Est-ce que nous aimons le vrai? Est-ce que nous aimons le juste? Est-ce que nous aimons le beau? Quand on aime ces choses, on ne peut que les incarner. Donc, un changement dans le cœur, ça suppose que nous nous débarrassons des préjugés, des peurs, et permettre à tous les fils et filles du Togo, et quelles que soient les erreurs d'hier, se dire que si on a de la bonne volonté, on peut dépasser les erreurs d'hier et arriver à quelque chose de merveilleux. Très bien. Il y a un autre auditeur qui vous félicite, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a envoyé le message, c'est donné, juste féliciter le révérend père pour sa prise de position pour un Togo meilleur, mais qu'il sache que le régime RPT va fouiller sa vie s'il n'a pas de cadavre dans le placard. Moi je pense qu'on peut fouiller ma vie. Je suis un pauvre pécheur que Dieu aime. Ça, je suis convaincu. Je peux mourir pour ça. Je sais que Dieu m'aime. Et il m'aime tellement que je ne veux donner que de l'amour. Je ne veux pas que la haine vienne prendre place dans mon cœur. Ça, c'est une perte de temps. Oui, la haine détruit d'ailleurs. La haine détruit. Et médicalement, c'est prouvé aussi. Oui. Des gens qui vivent dans la haine font plus facilement l'ulcère, l'hypertension. Donc, qu'on fouille dans ma vie, il n'y a pas de problème. D'accord. Je suis un pécheur. Bien sûr, d'accord.
Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Saint-Erigata. Monsieur Georges, Oui. nous vous écoutons. Vous avez une question pour le révérend père Afognon? Pas une question. Vous avez une réaction, nous vous écoutons. Je salue le père. Bonjour, mon frère. Mon père, vous avez dit ici que les gens pensent que l'Église, c'est les prêtres, les évêques, et vous avez bien défini ce que c'est que l'Église, c'est tous. Donc, si je vais dans ce développement que vous avez fait, j'ai tout compris, et vous avez dit votre mouvement, c'est pas un mouvement à vous seul, à tous les Togolais. Oui, sans exception. Sans exception. J'étais, lors du lancement officiel, j'étais dans la salle. D'accord. Et j'ai été suivi. Mais ce qui me cœur, c'est que au Togo, nous pensons que les choses doivent être faites par les responsables religieux. Or, lorsque nous prenons toutes les institutions de la République, on a des chrétiens là-dedans. Ce n'est pas les prêtres qui dirigent les institutions de la République. Oui. Ce n'est pas les évêques. Oui. C'est des hommes, femmes et hommes de Dieu, des églises. Oui. Mais c'est eux qui ne veulent pas faire les choses dans le bon sens. Et après, ils disent que l'Église ne prend pas position, l'Église ne prend pas position. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Que tous les Togolais, chrétiens ou pas, sachent que c'est nous-mêmes qui allons faire évoluer les choses. D'accord. Et qu'on doit laisser les prêtres et les évêques dans leur chambre. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges. Oui. Le père, Oui. par rapport à ce que vient de dire Georges, Oui. vous savez, vos fidèles, Oui. ce sont ceux qui gèrent ce pays. Oui. Ce sont ceux qui sont dans l'opposition. Oui. Est-ce que le message à l'Église aussi ne doit pas passer par là? Merci beaucoup. Moi, je pense que le message passe et est clair. Quand nous prenons l'Évangile, il n'y a pas d'ambiguïté dans l'Évangile. Oui. Et ce qui est prêché chaque dimanche, il n'y a pas d'ambiguïté. Et quand mon frère qui vient de passer dit de laisser les évêques en chambre, non, les évêques font leur part. Vous savez... Non, il voulait dire qu'il ne faut pas qu'on les dérange, les non, évêques. ce que je veux dire, c'est que il y a une dimension diplomatique de l'Église qui ne viendra jamais au grand jour. Et il ne faut pas que les gens exigent ça. Parce que l'Église, c'est une mère. Une mère n'est pas obligée toujours, devant la foule, de parler à ses enfants. Une véritable mère, même devant des situations graves, appelle son enfant dans la chambre à coucher et parle à son cœur. Donc que les auditeurs n'oublient pas ça. Mais ce qu'il dit, c'est vrai, il faut que nous nous engageons comme citoyens pour bâtir notre pays. C'est tellement important. Maintenant, les fidèles. Mais comme je viens de le dire, il y a des cours sur la doctrine sociale de l'Église. S'il y a une chaîne de la place ou une radio qui peut créer des heures pour que nous venons, pas moi, il y a d'autres prêtres plus instruits que moi, pour qu'on parle de la doctrine sociale de l'Église, mais certains vont se dire, mais tiens, ils sont en train de faire de la politique. C'est des choses qui sont écrites depuis des siècles, qui sont rassemblées dans ce document. Oui. Quand nous prenons les 2 dernières lettres des évêques, c'est assez clair. Les évêques ont dit le chemin, ils ont dit ce que c'est la responsabilité, la justice, la vérité. Ils ont demandé aussi les réformes. Ils ont demandé les réformes, ils ont prôné l'alternance, ils sont allés jusqu'à dire que l'alternance n'est pas une réalité simplement politique, mais c'est une réalité naturelle. Il est dans la nature de tout ce qui est humain d'avoir un changement, le commencement et la fin, d'avoir une évolution. Seul Dieu est éternel. Donc, toutes ces vérités sont données. Maintenant, il revient à nos frères et sœurs chrétiens baptisés de l'accueillir et de mettre en application. Parce que le prophète Jérémie dit quelque chose d'important. Il dit, le cœur de l'homme est compliqué et malade, qui peut le comprendre? Donc, laissons Dieu guérir nos cœurs et laissons la parole de Dieu prendre forme dans notre cité, et notre cité sera la meilleure dans la sous-région. Le Togo sera véritablement l'or de l'humanité. Très bien. Un autre auditeur, allô? Oui, bonjour Eric. Bonjour, mon cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Très bien, c'est Valentin Gavidu. Valentin, nous vous écoutons. Mon père, je vous salue. Je vous salue avec beaucoup de respect et d'amour. Merci.
J'aimerais juste savoir si on vous fait appel pour présider la CENI, est-ce que vous serez d'accord? D'accord, très bien. Merci beaucoup, Valentin. Mon père, il y a même des informations qui circulent depuis 2-3 jours que vous serez contacté au niveau de la C14 pour pour aller à la CENI, faire partie de la société civile. Bon, dans tous les cas, est-ce que c'est vrai? Ce qui est officiel vient toujours à la place publique. Tu sais, il y a eu quelque chose dans l'évangile qui me donne beaucoup de joie. Jésus a dit, ce qui a été dit à l'oreille sera entendu sur les toits. La question posée, est-ce que si on me demande aujourd'hui d'aller à la CENI, est-ce que je vais y aller? D'abord, je ne sais pas quelle est la place de la société civile à la CENI. Ça vous dérange quelle y soit, la société civile? Non, pas du tout. La société civile doit y être. Mais ce que je sais dans notre pays, et il semble que c'est même la loi qui a organisé ça comme ça, on demande aux partis au pouvoir de choisir ses membres à la société civile, de désigner, et on demande à l'opposition de désigner. C'est déjà une manière un peu difficile, bon, pas un peu, mais difficile. Parce que si UNI choisit quelqu'un de la société civile, on va dire, il est pro-UNI. Si la C14 choisit, on va dire, il faudrait que dans l'avenir, le mécanisme, le dispositif même permette à la société civile de désigner ceux qui doivent siéger à la CENI. Quand nous étions à l'ambassade de l'Allemagne, la première secrétaire qui nous a reçus était peinée pour ça. Et il nous dit, mais ici au Togo, quand on parle de société civile, c'est pro-X, pro-Y, alors que la société civile doit simplement porter le peuple. Mais je reviens à la question posée. Voilà. Si on me demande d'aller à la CENI, est-ce que je vais y aller? Je ne connais pas les mécanismes de désignation, mais si les mécanismes de désignation sont réguliers, c'est-à-dire on n'a pas galvaudé une loi, si le peuple togolais pense vraiment que je peux rendre un service là-bas et que ma hiérarchie, parce que je suis prêtre, ma hiérarchie est d'accord en reconnaissant que c'est un service à la nation, je ne dirai pas non parce que je suis citoyen. Mais si c'est pour aller compliquer une situation, si c'est pour aller dire que Parce que déjà, si la C14 vous désigne pour aller à la CENI, est-ce que ça ne pose pas un problème? Vous l'avez dit. Est-ce que vous même si c'est UNI qui me désignait. Oui. Est-ce que ça ne pose pas un problème vis-à-vis des autres? Voilà. Et je dis ça, c'est dans la façon dont les tests sont organisés chez nous. Non, c'est pas les tests n'ont jamais dit ça. Ah. C'est ce qui a été dit. La PG? Oui, non, c'est pas la PG, c'est ce qui a été dit l'autre fois à l'hôtel de février. Ah d'accord. Moi, j'avoue que je ne. Tout ça, là, on vote au Parlement en réalité. Voilà. Ok. Bon, alors, je pense que c'est cette façon de diviser la société civile qui continue. Et est-ce que moi, je me résume. Si on me demande d'aller à la CENI, il y a 3 éléments. D'abord, il faut que les tests de désignation soient conformes. Ce ne soit pas quelque chose taillé sur mesure pour le père Afognon. Deuxièmement, il faut que la société civile dont je suis porte-parole, la partie dont je suis porte-parole, puisse accepter cela et que ce soit vraiment ce que le peuple togolais désire. Et enfin, que ma hiérarchie soit d'accord. D'accord. Justement, il y a une question d'un auditeur avant de recevoir l'autre qui est au téléphone. Il y a un auditeur qui dit votre sortie est-elle singulière ou bien vous avez le soutien du clergé? Vous prenez tellement d'initiatives que cette dernière, est-ce que vous avez le soutien de la conférence des évêques du Togo ou de votre père évêque? Je pense pour faire le bien, on n'a pas besoin d'avoir la permission. Non, c'est là aussi où je me dis, mais on ne vit pas ce que Saint Paul appelle la liberté des enfants de Dieu. C'est-à-dire, Saint Paul dit dans Galates 5, chapitres 1 et 2, si le Christ vous a libéré, c'est pour que vous soyez libres. Et il ajoute, prenez garde pour ne pas reprendre les vieilles chaînes. Oui. Donc, si je dois faire le bien, je n'ai pas besoin de demander une permission. Je ne suis pas en train de dire je vais être président de la République, je ne suis pas en train de dire je vais être député, je ne suis pas en train de faire des plaidoyers pour qu'on me nomme préfet quelque part, je ne veux pas être candidat pour les élections au niveau local et tout ça. Donc, je ne suis pas en politique. Bon, maintenant, comme prêtre, les gens ne regardent que le père Afognon. Mais moi, je suis qu'un porte-parole parmi 5 autres porte-paroles pour un mouvement qui prend en considération une dizaine d'organisations de la société civile
avec d'autres associations de jeunes, qui prend en compte des pasteurs, des prêtres, des imams, et qui prend aussi en considération des citoyens. Bien. On va prendre un introducteur au bout du fil là. Allô? Monsieur Rick, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen. Comment allez-vous? Ça peut aller. Salut, père. Bonjour, mon frère. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Coming. Nous vous écoutons, monsieur Coming. J'aimerais avoir un contact pour rejoindre la Société du Père. C'est la première question. Deuxième question, comment peut-on comprendre que l'Église est apolitique? Que l'Église donne l'opportunité à certains gens dont on souffre à présent d'une bonne moralité et d'une probité, où ce qui est faisable de bon sens est considéré comme laissé aux poubelles, et on prend, comment dirais-je, la dérive comme la règle d'or. De l'autre côté, n'est-ce pas eux, les hommes de Dieu, qui ont laissé trop d'opportunités à ces gens-là? Présentement, troisième question, ce que fait notre camarade citoyen Rabia, est-ce que ce n'est pas le devoir des pères de nous convier à prier, à jeûner, pour que la feuille de route soit respectée? Parce que ce qu'il est en train de faire là, il est en train de sacrifier sa vie pour d'autres qui sont détenus. Et les pères de ce pays, qui savent bien jeûner, les musulmans aussi qui savent bien jeûner, nous autres aussi qui savent bien jeûner, on regarde faire. Quelle approche là de cette manière que notre confrère citoyen a bien fait présentement? Très bien. Merci beaucoup, monsieur Komi. Merci de nous avoir contactés. À la fin, on donnera quand même le contact ou l'adresse de... Je donnerai l'adresse mail de notre organisation. Très bien. Maintenant, sur la réaction de M. Komi. Je le remercie de tout cœur. La dernière réaction, c'est ce que je venais de dire. Tellement au Togo, on a vécu des formes de centralisation qu'on pense qu'avant de faire le bien, il faut que celui qui est en haut me donne l'ordre. On n'a pas besoin d'ordre avant de faire le bien. Le bien, c'est la conscience qui l'impose. Vous voyez. Donc, si celui qui vient de parler, il trouve que prier et jeûner est fondamental pour que les éléments positifs de la feuille de route soient réalisés, ce que je crois aussi, parce que je crois à la force de la prière et du jeûne, mais il n'a pas besoin d'attendre les évêques pour le faire. Il commence avec d'autres chrétiens à prier, à jeûner. Et cette façon d'attendre toujours l'autorité, c'est parce qu'on a vécu dans des systèmes d'éducation, des systèmes politiques, des systèmes où les choses sont trop centralisées. Alors on pense que non, il faut que ça vienne de l'autorité. Je prie les auditeurs de corriger ça. Par exemple, l'honorable Rabia Nicodème, jeune. Moi, l'autre jour, quand j'étais allé à l'ambassade, je n'étais pas allé d'abord pour ça, mais je l'ai vu, je l'ai salué. Et pour moi, en le saluant, je sais ce que j'ai dit dans mon cœur, je ne vais pas dire ça sur les antennes. Mais, imaginons que ce qu'il fait là, il y a des Togolais qui trouvent que c'est bien. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une permission avant de le faire? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une permission avant de jeûner et prier? Il ne faut pas attendre que des prêtres aillent s'asseoir avec lui pour jeûner. Ce que les prêtres font dans l'espace privé, sur leur paroisse et autres, ce que les pasteurs font, personne ne sait. Des fois, en église, on agit aussi en cachette, on agit aussi dans le silence. D'accord. Et il dit aussi quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'on dit que l'église est apolitique. Oui. Vous êtes bien formés, dans l'église, le clergé, des gens sont bien formés, et vous laissez à peu près la place aux racailles. Non, mais cette façon... Oui, cette façon... C'est ce qu'il dit en résumé. Oui, c'est ce qu'il dit en résumé, et vous avez raison, monsieur le journaliste. Mais je pense que chaque être humain a tellement de valeur qu'il ne faut pas classer les êtres humains de cette façon. Ce n'est pas parce qu'on aura fait, par exemple, une thèse, ou ce n'est pas parce qu'on aura fait un séminaire, et qu'on est pasteur, qu'on est prêtre, que automatiquement, on va être plus efficace en politique que d'autres personnes. Et donc, en demandant aux prêtres, je ne connais pas pour les pasteurs parce qu'il y a une variété, les imams je ne connais pas, mais au moins pour les prêtres catholiques, je sais que nous ne devons pas faire la politique politicienne. Alors, si on nous dit cela, c'est d'abord pour garder notre liberté
et jouer notre rôle d'éclaireur des consciences. Si moi je suis par exemple, imaginons que je sois du Nil, j'ai la carte du Nil. Vous êtes prêtre. Et je suis prêtre. Sur ma paroisse, il y a des fidèles de tous les autres partis. Mais comment je peux les accompagner? Quand quelqu'un de l'opposition a un problème, il vient sur ma paroisse et il doit me parler. En me parlant, il doit me parler des choses qui touchent son engagement politique. Et il sait que moi je suis uni. Mais je ne peux pas l'accompagner. Donc, on ne peut pas nous demander d'aller en politique. C'est pas possible. La politique, il y a des citoyens qui doivent la faire. Nous devons éclairer les consciences pour que les laïcs s'engagent en politique. Et ceux qui se sont déjà engagés et qui peut-être ont connu des moments de déséquilibre, en écoutant nos enseignements, ils doivent se ressaisir en devenant de bons chrétiens et des honnêtes citoyens pour mener tout ce qui est politique. Alors nous allons prendre le dernier auditeur avant de rendre l'antenne. Allô? Allô? Ah, il est reparti. Malheureusement. Ben, écoutez, on va en rester là, mais je vais quand même lire ce dernier message de cet auditeur qui dit « Je soutiens fermement Père Afognon. Le problème du Togo, c'est la frustration de l'immense majorité des Togolais. Comment comprendre que la fonction publique a en son sein 80% d'une ethnie proche du chef de l'État et dilapide le fonds du pays. Pendant ce temps, la grande majorité des Togolais croupit donc dans la misère. » C'est la réaction d'un auditeur. Il y a un autre auditeur qui dit depuis quand M. Abiya Nicodème a commencé la grève de la faim, le président ghanéen n'a jamais réagi. Est-ce que ça ne cause pas un problème? Enfin, il s'interroge, l'auditeur. Il y a un autre qui dit est-ce qu'il croit, enfin, parlant de vous, j'aimerais poser cette question au père, est-ce qu'il croit sa parole? Je crois qu'elle a mal formulé la phrase. Est-ce qu'il croit que sa parole ne tombe pas dans les oreilles de sourds? Parce que cette chanson des réformes se chante depuis longtemps. Oui. Et ça va me servir de conclusion, mon père. D'accord. Je crois qu'il ne faut jamais désespérer. Voilà pourquoi notre mouvement pour nos espérances pour le Togo. Si des citoyens du Togo pensent que on a chanté les réformes, on a fait ci, on a fait ça, c'est pas arrivé, et qui baissent les bras, ils sont en train de programmer une forme de destruction de ce pays à travers la paupérisation galopante. Et donc, nous croyons et nous espérons que les réformes vont se faire. Et je pense qu'il n'y a pas un seul Togolais qui n'est pas d'accord aujourd'hui. Mais ce qui fait encore divergence, c'est à quel moment et avec quelle échéance. Je pense que si aujourd'hui tous les Togolais sont d'accord qu'il faut faire les réformes et que la CEDEAO l'a recommandé, continuons de travailler, évitons des provocations inutiles et allons à l'essentiel. On ne peut pas bâtir un pays simplement par des coups de gueule, des insultes. Il faut arriver à se parler en fils et filles et regarder l'intérêt général, l'intérêt supérieur. Et donc, nous croyons, nous invitons notre frère qui a posé la question d'entrer dans l'espérance pour le Togo et de ne pas minimiser ce que lui aussi peut apporter comme citoyen. Parce que chacun peut apporter quelque chose. Très bien. Et je termine avec cette phrase qui concluait la lettre des évêques. Je vais dire, soyons responsables dans la justice et la vérité. Les évêques nous disent, l'indépendance effective, c'est une lutte permanente. Et ils écrivent ceci. Arrêtons de tergiverser ou de nous laisser emprisonner par le passé. Osons aller de l'avant. C'est avec ce sentiment d'espérance et le regard tourné vers le Dieu de miséricorde que nous vous saluons et vous adressons à tous notre paternelle bénédiction. Merci beaucoup. Amen, mon père. Merci d'être venu nous voir et d'avoir surtout accepté d'être avec nous ce matin. C'est que vous avez quand même des charges pastorales, mais vous avez trouvé un temps pour venir parler
et expliquer des choses à nos concitoyens. Merci d'être venu nous voir. Merci plutôt à vous et à nos frères et sœurs, amis auditeurs. Il n'y a pas de charge qui puisse dépasser l'intérêt supérieur d'une nation. Très bien. Le révérend père Pierre-Marie Chanel Afognon était donc notre invité. Il pilote aujourd'hui, il faut le dire, le mouvement de Force Vive Espérance pour le Togo. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Beaucoup ont cherché à entrer en ligne. Il faut choisir forcément. Voilà, le temps aussi. Merci à Emmanuel Fanawe qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Rigato. Je vous retrouve demain pour la grande messe de vendredi, ensemble avec les autres confrères. Passez une excellente journée.